Bonsoir, bienvenue sur l'Arena Télévision pour notre émission mensuelle du côté des livres. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir John Lipis, qui est à côté de moi pour son nouveau roman. On va en parler un petit peu plus longtemps. Je vais quand même présenter John Lipis, même s'il est très connu dans la région. C'est avant tout un compositeur-pianiste talentueux, connu au niveau international, qui compose et qui joue un peu partout en Europe, aux États-Unis, qui a également une académie de musique à Thionville et à Luxembourg, je crois. C'est également, il fait de la musicothérapie en hôpital également, si je ne me trompe pas, et bien d'autres activités. Il s'est même essayé un petit peu à la politique, mais ça a été un court séjour dans le domaine de la politique. Voilà. Donc il a sorti un essai qui s'intéresse un peu à la politique et à l'économie, mais surtout qui essaie de replacer l'humain dans l'économie et dans la politique. Voilà, c'est un peu le sujet, on va dire, essentiel de ce livre, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Bonsoir. Merci de me recevoir. Merci pour votre invitation. Et d'abord, je dois dire, je suis très ému d'être ici sur le plateau de l'Arena TV. J'ai une affection particulière car j'ai suivi les débuts et j'ai souvent, je dirais, participé à la promotion indirectement de cette initiative magnifique conduite par une jeunesse pleine de promesses. Voilà. Merci de m'avoir reçu. Oui, pour le livre, c'est vrai que c'est le résultat d'un petit parcours, d'un itinéraire qui est le mien. Celui d'un enfant, d'un adolescent, puis d'un homme qui croit avant tout en l'homme. Et il est vrai que à travers ma vie, je suis né en 1971, j'ai pas eu de chance parce que j'ai connu que des crises. À chaque fois que j'entendais parler les adultes, après plus tard les personnes de mon âge, on disait toujours c'est la crise, c'est la crise. 74, les années 80, les années 90, ça n'allait pas non plus, 2000, n'en parlons pas, et aujourd'hui, c'est quasiment le top. Et Oui, bien avant, on disait qu'il faudra serrer la ceinture. Ça, je l'entendais souvent également, bien avant encore. oui, C'était c'est ça, ça. ça revenait Alors, souvent. je me suis posé, voilà, exactement, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais franchement, j'ai vraiment pas de chance parce que je suis né en temps de crise et on doit quand même, après tout, faire sa vie. Et il ne faut pas sacrifier cette jeunesse et toutes ces personnes. Et je me suis dit, mais finalement, la crise, et on en parle, mais est-on vraiment en crise? Cette crise est-elle voulue? Est-elle fabriquée par certains? Est-elle une manipulation supplémentaire? Voilà. Alors bien sûr, j'ai pas toutes les réponses, mais mon expérience à travers les associations, puisque je suis rentré à 14 ans dans le système associatif comme bénévole, et je crois que ma plus grande qualité dont je suis fier, c'est d'être un bénévole dans les associations. Ça m'a construit, ça m'a appris beaucoup de choses sur les gens, sur la vie, sur moi-même. Et il est vrai que cette expérience, à travers mon métier, la musique, a été d'autant plus importante car la musique, c'est l'humain, c'est pacifié, c'est partagé. La Et convivialité aussi. voilà. Et le bénévolat, c'était ça. Alors, dans le bénévolat, je me suis souvent oublié parce qu'il a fallu travailler aussi. Et j'ai eu la chance de pouvoir gagner ma vie avec la musique. J'ai eu la C'est un chance de pouvoir... privilège quand même. Comment? C'est un privilège. Un privilège, un grand privilège. Je vis de ma passion. Depuis l'âge de 16 ans, 18 ans que je fais ce métier, je vis de ma passion. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu, avec qui j'ai voulu et comme j'ai voulu. Ça, c'est un grand privilège. Alors, c'est pas facile, évidemment, mais la récompense est suprême. Voilà. Mais donc, pour en revenir à ce livre qui s'intitule donc Défendons l'humain pour une nouvelle France, avec un sous-titre qui est La France n'est pas à réformer, mais à reformer. Je crois qu'on en est en plein dedans avec ces réformes. Alors, à travers les années, on nous a parlé toujours de réformes. Personne ne les fait, ces réformes. Il y a des raisons à ça. C'est quand même incroyable. L'obstacle du peuple en général. Alors moi, je me suis toujours posé la question, je me suis dit, on est entouré quand même de lumière, de gens formidables. Oui, nous sommes entourés de lumière, mais on continue à s'éclairer à la bougie. Tout à fait. Ça va pas. Alors, tous ces gens formidables, qui sont des politiques engagés, qui sont respectables,
à travers les années, n'ont pas apporté la solution aux citoyens, une solution humaine, mais mieux qu'humaine, digne de l'existence de chacun. Alors, vous parliez de mon expérience politique. Je ne vais pas m'étaler dessus, très petite, et je crois que c'était la plus mauvaise décision que j'ai prise dans ma vie, mais aussi c'est quelque chose que je voulais faire. Donc, je ne peux pas le regretter. J'ai été candidat au départemental, donc à Thionville, et j'ai recueilli 2,5%. J'étais sous l'étiquette Modem, une étiquette, on va dire, assez ouverte. Et voilà. Donc, cette expérience a été un moment difficile pour l'humaniste que je suis. L'humaniste, quand je dis de façon vraiment humble, dans le sens la naïveté de cet humanisme qui pensait que la politique pouvait apporter des réponses à l'humain. Et non pas que c'était un monde impitoyable. Un monde impitoyable. Oui. On se fait beaucoup d'ennemis. Des gens que je croyais amis sont devenus ennemis. Des gens avec qui je partageais la table avant me disaient même plus bonjour ensuite. Voilà. Bon, je regrette pas cette expérience. Je l'ai choisie, je la voulais. Mais sincèrement, j'ai tourné la page et j'en retiens un goût amer dans le sens que l'action politique telle qu'elle existe aujourd'hui avec les clivages ou avec la façon de défendre un parti s'oppose à toute action concrète pour le citoyen. Donc ce système, je le dis dans mon livre, il faut le changer. Il faut apaiser. On ne peut pas dire je suis à droite, je suis à gauche, l'un contre l'autre. On ne construira rien comme ça. C'est une évidence. Voilà. Et moi, je suis contre personne depuis toujours. La musique, c'est justement ça. C'est l'ouverture, c'est le partage. Et cette expérience politique m'a vraiment, vraiment appris des choses sur le fonctionnement. Et donc, j'ai tourné la page définitivement. Mais pour revenir au livre, donc on va parler de l'humain on va dire dans l'économie. C'est un sujet quand même qui est tendance un petit peu partout. Mais la grande question est de savoir, vous allez en parler un petit peu plus longtemps, c'est est-ce que dans le monde impitoyable de l'économie mondiale, on arrive encore à placer de l'humain? Encore à passer de l'humain, à s'occuper de l'humain dans un monde économique impitoyable mondial. Vous savez, il y a un grand capitaliste en France que je ne citerai pas ce soir-là, mais qui m'a dit il ne fallait pas écrire « Défendons l'humain pour une nouvelle France », mais « Défendons la finance pour une nouvelle France ». Ça, c'était un titre intéressant. Et alors moi, je dit justement pas, je pense. C'est justement ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais la finance n'est pas un ennemi. Il ne faut pas s'opposer au monde de l'argent. L'argent est un moyen magnifique. Mais seulement, il a toujours été utilisé contre le peuple. Tout à fait. Donc, moi, je suis fils d'immigrés italiens et on a dû s'intégrer par le travail. S'intégrer par la bonne conduite, s'intégrer par des valeurs. Aujourd'hui, ces valeurs disparaissent. Et je me pose la question, mon père, mon grand-père ont travaillé dur. Et ici, notamment dans la région, il y a des mines. Et des mineurs sont descendus au fond simplement pour nourrir leur famille. Alors qu'aujourd'hui, des gens travaillent pour pouvoir pour du superflu. Aller en vacances, pour pouvoir s'acheter des choses secondaires, non essentielles. Et à l'époque, et quand je vois les veuves de mineurs dont je parle dans le livre, qui sont à la CMU, avec leur mari mort à la mine, non mais c'est pas possible. On ne peut pas accepter cela. Alors moi, ça sont vraiment des choses qui m'ont révolté et qui m'ont poussé à écrire ce livre. Non, mais le monde économique est cruel, ça c'est une évidence. Mais le problème, c'est qu'il a une telle puissance sur nous tous et sur la planète. Est-ce qu'on arrivera un jour à le faire céder un peu, à concéder du terrain sur cette machine, sur cette énorme machine de la puissance financière?
C'est ça. Et c'est devenu déjà, cette économie mondiale, une énorme machine qui est un rouleau compresseur, Tout à fait. qui même est en train de passer sur les États eux-mêmes. C'est ça, Tout à parce fait, que mais c'est déjà nous nous fait, sommes déjà. unis pour être plus forts. Et c'est cette force supérieure qui a été créée, qui est en train d'écraser Tout à fait. cette indépendance qu'on avait. fait. Voilà. Pour parler de l'Europe, j'en parle dans le livre, cette Europe qui a été imaginée par les pères fondateurs avec la communauté de l'acier et du charbon, qui était quand même une idée gigantesque et noble à l'époque. Un énorme projet pour l'Europe. Voilà. Mais vous vous rendez compte si aujourd'hui les fondateurs reviendraient et verraient l'état de l'Union européenne, mais on a complètement bifurqué de chemin. Et il n'est pas possible de tolérer l'orientation qu'a pris l'Union européenne, qui est devenue un marteau sur le citoyen, alors qu'avant, elle était là pour élever l'économie de chaque pays. Parce qu'on a fait comme d'habitude, on a fait une Europe du capital, on a fait une Europe de l'industrie, on a oublié l'Europe des hommes, on a oublié l'Europe sociale, on a oublié l'Europe fiscale, l'harmonisation. Et c'est ça qui a péché, et ça se paye aujourd'hui. Voilà. Et aussi de parler ceux qui ont voulu que l'Europe devienne des États-Unis, hein, un peu une copie des États-Unis. Et non, moi je crois qu'il faut revenir aux bases, aux fondamentaux. Il faut revenir à une Europe du citoyen, avec une identité. La citoyenneté européenne, c'est noble. J'y crois, même la citoyenneté du monde, encore mieux. On est tous citoyens du monde. Hein. Mais je pense que l'Europe est une belle histoire, mais il faut savoir la faire évoluer maintenant dans un sens plus humain, si on veut sauver donc son fonctionnement. On voit très bien avec le phénomène des migrants. C'est pas une question d'être pour ou contre, c'est une question de savoir, est-on en capacité de pouvoir accueillir des populations, et ce genre de population, où va-t-on les mettre, comment va-t-on financer? Bien sûr. Il faut savoir qu'en France, la capacité de financer est quasiment nulle. Et donc, accueillir, oui, on l'a toujours fait. Évidemment, on peut rejeter aucun peuple parce qu'on ne mérite pas, on ne peut juger personne. Mais le problème est de savoir si on est en capacité d'accueillir quelqu'un. C'est toujours la question. Voilà. Alors ceux qui disent oui, il faut ouvrir la porte à tout le monde, moi je leur dis prenez dans votre salle à manger les gens et vous verrez dans 3 jours, vous les mettez dehors tout de suite. Évidemment. Voilà. Non, parce que c'est plus compliqué que ça. Évidemment. Il faut beaucoup d'humanisme, mais après, il y a quand même la réalité. La réalité, c'est les chiffres. On ne peut pas mentir sur les chiffres, sur nos capacités financières et aussi sur la sécurité de l'Europe, la sécurité des Français et de nos enfants. Et on emprunte le monde à nos enfants et il faut leur laisser dans un état plus ou moins, je dirais... en pas trop mauvais état. Voilà, oui, mais alors, je pense que les décisions politiques ne pensent pas à demain. Ce sont des décisions qui, bien sûr, font marcher les intérêts. Ça, c'est ce que tout le monde sait, ce que tout le monde pense. Ils ne pensent pas à demain. Pourquoi? Parce qu'à travers le temps, quand vous voyez les politiques, même qui reviennent en plus, ils viennent se contredire sur des décisions qu'ils ont prises avant et ils continuent dans un autre sens qui n'est pas meilleur. Et pendant ce temps, le temps passe. Voilà. Alors moi, dans l'action politique, ce que je suis contre aussi, c'est le cumul des mandats et aussi tout cet argent qu'il y a en politique. Moi, je pense qu'un politique qui s'engage, c'est comme un homme dans les associations. On vient se dévouer. Alors évidemment, il faut avoir des indemnités parce qu'il faut vivre, mais j'ai dit là, au niveau des indemnités de cadre, ça suffit après. Je pense qu'un homme politique n'a pas besoin d'avantages pour exercer une action positive. S'il a quelque chose, une solution, mais qu'il la dise, la solution, qu'on la partage et qu'on passe à autre chose. Mais venir essayer de parler et faire des mandats successifs qui leur donnent une retraite en or, alors que le citoyen travaille dur, ça c'est quelque chose qui ne me satisfait pas. Qui ne satisfait pas grand monde, actuellement surtout. Mais dans votre livre, est-ce que vous arrivez à esquisser quelques petites solutions d'une façon plus concrète? Est-ce que dans votre livre, vous arrivez à esquisser quelques solutions, disons, plus pratiques pour accéder à vos désirs?
Oui, ben, des solutions, ça serait bien présomptueux de le dire, mais c'est vrai que je participe Des au idées, on débat, va dire. et j'ouvre le débat. Oui, les premières solutions, par exemple, en parlant du chômage et des entreprises. Le monde de l'économie en France, de l'entreprise, je ne parle pas des grandes entreprises. Ça, c'est un autre domaine qui est d'ailleurs bien protégé. Je parle des PME, des TPE, des PME, PMI, toutes ces petites entreprises où des artisans engagent leur patrimoine et n'ont aucun recours au chômage, n'ont aucun recours aux aides. Bien sûr, il existe des aides, bien sûr, l'État accompagne. Il y a des choses quand même phénoménales en France. Il ne faut pas tout critiquer. Et moi, je pense que l'État français donne beaucoup, fait beaucoup. Ça, ce n'est pas à remettre en cause. Seulement, un patron d'une PME va payer quand même beaucoup de charges. Ces charges, bien sûr, sont légitimes, on va dire, mais est-il besoin de compresser ce patron de cette façon? Je ne pense pas que le système favorise la création d'entreprises. Nous avons des talents, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs les aides pour réussir. Moi-même, pour la musique, quand on a quelque chose à proposer, vous savez, c'est pas le talent, c'est pas la qualité du travail qui dépend de la réussite qui suit. C'est simplement tout ce qui va avoir autour et les aides. Très bien. Donc, votre livre Défendons l'humain pour une nouvelle France, donc qui a un bon petit succès en librairie, que j'ai entendu. Donc, ça a bien démarré. Et on va souhaiter une bonne route à ce livre. Donc, je vous souhaite Je voudrais, continuation. Oui, merci, oui, il a bien démarré. Je voudrais remercier mon éditeur, François Michalon, Fortuna Éditions. Fortuna, ouais. Et je voudrais aussi remercier Madame Christiane Peugeot, qui m'a fait la préface de ce livre. Une grande dame qui a donc aussi l'espace Christiane Peugeot à Paris et qui me soutient dans ma démarche artistique comme humaniste. Voilà. Et je pense que l'expression est importante et qu'il faut remercier toutes ces personnes qui permettent cette expression. Eh bien, c'est fait. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Merci à Lorena. On se retrouve dans un mois pour un nouvel invité. Je profite de l'occasion de vous signaler que j'ai une dédicace le 28 mai à l'espace culturel de Thionville à l'occasion de la réédition de mon roman Dans l'ombre du père. Voilà, bonne soirée à vous. Au revoir.